Bon, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour notre jeudi Bonsoir. ce soir. Donc, les jeudis sciences, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas. Je vais vous les présenter. Une rencontre, le premier jeudi du mois, organisée par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et par le groupe d'édition et de presse Humaine 6. Donc, le principe, c'est de faire se rencontrer un auteur avec son public, un auteur dont le livre est consacré à un thème lié à l'innovation, à la science, à la technologie. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Mani. Michel Mani est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Surtout, c'est un spécialiste des changements climatiques et environnementaux liés aux interactions avec les sociétés humaines. Et donc Michel Mani est l'auteur d'un Que sais-je sur l'Anthropocène, qui sera donc le thème de notre jeudi science de ce soir. Alors habituellement, les rencontres jeudi science sont accompagnées d'une vente dédicace avec un libraire sur place. Les rencontres sont en présentiel, comme on dit maintenant. Bon, dès que les conditions sanitaires nous permettront, nous retrouverons une présence physique du public et des auteurs. Donc, ce soir, nous faisons ça en ligne. En tout cas, je vous les encourage vivement à aller dans n'importe quelle bonne librairie et à vous procurer le Que sais-je de Michel Mani, l'Anthropocène. Et vous aurez fortement envie de vous le procurer après la rencontre de ce soir. Chacune de ces rencontres est animée par Antoine Boussin, que je salue. Je vous laisse avec une deux invités. J'en profite juste pour vous dire, pour vous annoncer le prochain jeudi science, qui j'espère sera en présentiel. Nous verrons bien. En tout cas, qui aura lieu début juin et qui sera consacré à la musique avec Emmanuel Bigan qui nous parlera de l'importance de la musique pour le cerveau. Mais ce soir, place à l'Anthropocène, thème ô combien fascinant, avec Michel Mani et Antoine Boussin. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Olivia. Bonsoir Michel Magny. Bonsoir Antoine. Alors, Michel Magny, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la reconstruction des changements climatiques et environnementaux, comme l'a dit Olivia, et de leur interaction avec l'histoire des sociétés depuis le dernier maximum glaciaire, moins 24 000 ans, par l'étude des sédiments accumulés dans les cuvettes lacustres et dans les tourbières. Dites-moi Voilà. où sont ces territoires des cuvettes lacustres et des tourbières? Disons que les lacs sont le champ d'investigation privilégié des gens qui travaillent sur l'histoire du climat sur les continents. L'autre champ privilégié, c'est le fond des océans, puisque là, on a des Oui, accumulations sédimentaires extrêmement importantes. Et enfin, le troisième champ privilégié, c'est les calottes glaciaires, avec des sondages remarquables qui ont pu être faits aussi bien au Groenland qu'en Antarctique. Alors, j'ai la chance d'habiter dans une région où les lacs sont très nombreux à cause du passé glaciaire de la région, oui. qui a provoqué un certain nombre de surcreusements. Et La quand les région, dites-nous, glaciers, Michel Magny, c'est le Jura, la région de, Franche-Comté. la région du Jura, voilà Voilà, c'est ça. la chaîne du Jura. Et puis donc finalement, dans nos régions tempérées, c'est relativement aisé de trouver des lacs au fond desquels s'accumulent des sédiments qui peuvent justement enregistrer ces oscillations du climat. Très bien. Comment, alors donc là, en 2006, vous recevez la médaille d'argent du CNRS. On vous accueille pour votre deuxième livre, mais le premier dans la brillante collection Que sais-je, le numéro 4209, et je Voilà. félicite toujours Mhm. Julien Brocard de diriger cette collection qui a guidé nos études à tous les Français pendant des années. Et vous aviez fait un premier livre aux éditions Le Bord de l'eau, qui s'appelait Aux racines de l'Anthropocène. Mais alors, vous n'aviez pas tout dit. Non, je n'avais pas tout dit dans le sens que le premier livre était surtout axé sur le constat. Et en fait, il y avait des parties sur lesquelles j'étais resté silencieux, notamment toute la question du débat autour de l'Anthropocène. Comment est apparu ce mot, comment il a été reçu et comment il faut le considérer. Et puis, j'avais surtout tenté de comprendre comment le phénomène qu'on dénomme Anthropocène s'était développé, mais dans la longue durée, sans s'arrêter, sans se focaliser aux 2 derniers siècles. Et puis, j'étais
j'avais clos cet ouvrage sans aborder l'ouverture sur des pistes, des solutions possibles, sur quelle était la façon d'envisager notre avenir, voilà, à partir de l'Anthropocène. Alors, si vous voulez bien, on va suivre les 5 chapitres de votre livre, parce que Oui, c'est 120 pages, comme d'habitude dans cette collection, une importante bibliographie à la fin du livre. Mais je vais vous poser une question sur Hannah Arendt. oui. Pourquoi avoir choisi cette phrase d'Hannah Arendt, que je vais lire? Il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer les choses que nous sommes cependant capables de faire. Je pense que dans les moments critiques de l'histoire de l'humanité, et nous sommes très précisément dans l'un de ces moments critiques, il faut se référer aux gens qui ont réfléchi sur ces questions-là. Et Hannah Arendt est bien sûr l'auteur fétiche, emblématique de la réflexion sur un des moments tout à fait critiques qui a marqué le milieu du XXe siècle, avec le totalitarisme. Et en fait, euh, c'est un auteur que j'apprécie énormément pour cette réflexion et qui nous donne beaucoup à penser sur ce qui nous arrive. En particulier, on peut considérer l'Anthropocène comme l'irruption d'un facteur anthropique de plus en plus puissant sur la trajectoire des écosystèmes terrestres, et avec des répercussions très fortes sur les sociétés humaines également. Et donc, en fait, Hannah Arendt nous invitait à réfléchir sur l'impact de notre puissance, et je crois que c'est un peu ce que nous devons faire aujourd'hui au moment de l'Anthropocène, réfléchir à ce qui nous arrive, essayer de ne pas se laisser emporter par le mouvement, mais essayer de comprendre d'où vient ce phénomène de l'Anthropocène, cet événement Alors, anthropocène. est-ce que vous pouvez d'emblée, je ne vous dis pas d'une manière pédagogique, parce Oui. que votre livre est très clair, très facile à lire et très pédagogique justement, définissez-nous le mot anthropocène. Anthropocène, on peut traduire ça très directement par l'époque de l'homme. Dans le mot anthropocène, il y a deux mots d'origine grecque, anthropos qui veut dire homme, et scène qui est en fait le suffixe utilisé par les géologues pour désigner toutes les époques géologiques qui se sont succédées depuis 65 millions d'années. Donc en fait, l'Anthropocène, c'est cette époque de l'homme où justement, ce qu'il y a de particulier par rapport aux époques géologiques précédentes, c'est que cette fois, le facteur principal qui détermine la trajectoire du système Terre apparaît être l'impact de l'homme, la puissance technologique, la puissance des activités humaines qui transforment en profondeur les paysages planétaires. Voilà, donc l'Anthropocène, c'est l'âge de l'homme. Euh, le mot est arrivé récemment, Le le mot mot est anthropocène. arrivé, oui, on peut dire que le mot est arrivé récemment. C'est Paul Crutzen, un spécialiste de la chimie atmosphérique, en particulier des questions de l'ozone stratosphérique, pour lequel il avait reçu d'ailleurs le prix Nobel de chimie. C'est lui, Paul Crutzen, qui a proposé la première fois le terme en 2000. En Oui, fait, disons, c'était quelque chose qui était dans l'air depuis beaucoup plus longtemps, hein. J'essaie de faire cette généalogie dans le premier chapitre du Que oui, sais-je. mais c'est très Voilà, intéressant parce que vous remontez à Buffon même à un moment. voilà, c'est ça, oui. Disons que assez rapidement, quand même, pendant l'époque des Lumières, on a pris conscience du fait que l'homme transformait les paysages, avait une puissance d'intervention qui devenait de plus en plus forte. Et donc, par la suite, au 19e siècle, il y a même un Italien naturaliste qui avait proposé le terme d'anthropozoïque. Donc, on n'est pas très loin du terme anthropocène. Oui. Euh, donc, on voit bien que l'idée était dans l'air depuis longtemps,
et que, en fait, Crutzen a proposé un terme qui a fait d'ailleurs tout de suite l'unanimité, parce que je regarde ce que nous faisions dans notre laboratoire depuis une trentaine d'années. En fait, on travaillait tous sur l'Anthropocène. Donc, à partir de ce moment-là, le terme a eu un énorme succès parce qu'il a fédéré toute une large partie de la communauté scientifique qui travaillait sur les changements environnementaux, sur les changements climatiques, tout cela en relation avec l'histoire des sociétés. Voilà. Alors, tout ça, c'est le premier chapitre et les définitions. Alors, le deuxième chapitre, je vais vous dire, il m'a absolument passionné. Vous l'avez intitulé Front multiples. Et voilà ce que vous dites au début du chapitre. En 2014, un groupe de chercheurs animé par l'Américain Anthony Barnowski a préparé et publié un article approuvé par plus de 1800 scientifiques originaires de 40 pays, où il dresse un état des lieux de perturbations anthropiques majeures qui menacent l'écosystème terrestre et qui sont autant de manifestations de l'Anthropocène. Alors, brièvement, mais il faut aborder les 5 chapitres. Un changement disruptif du climat, c'est-à-dire réchauffement, gaz à effet de serre, graphique impressionnant sur la hausse de la teneur de l'atmosphère. Vous avez des graphiques dans le livre qui sont, oui, en effet, impressionnants. Expliquez-moi d'abord, changement disruptif du climat. Oui, parce que vous faites allusion à une courbe qui montre les variations, l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, Voilà, la courbe celle-ci, là. qui est le résultat de l'utilisation des énergies fossiles, hein, charbon, pétrole et gaz naturel. Et donc, bien sûr, tout cela accompagne le début de la révolution industrielle et ne fait que s'amplifier à mesure que la puissance industrielle se développe. Mais si vous regardez la figure précédente, je parle d'événements disruptifs parce que, en fait, cette élévation de la température que l'on observe depuis les années 1880, grosso modo, elle marque une complète anomalie par rapport à la tendance naturelle qu'avait le climat depuis environ 7000 ans. C'est-à-dire que Oui, nous sommes aujourd'hui dans un interglaciaire du fait des conditions orbitales de la Terre autour du Soleil. Et cet interglaciaire qui a commencé depuis 11 000 ans comprend deux versants. Un premier versant pendant lequel le climat se réchauffe, les conditions orbitales sont les plus favorables. On a un optimum climatique aux environs de moins 7000 ans. Et puis, à partir de là, les conditions orbitales évoluent progressivement et déterminent normalement un refroidissement du climat. Théoriquement, on devrait retourner progressivement vers une glaciation. Et puis, vous voyez sur la courbe oui. qui se trouve en bas de la page précédente, que vous pouvez peut-être montrer, voilà, un peu plus haut, on ne la voit pas, oui, encore plus haut. En fait, on voit bien qu'il y a un relèvement très brusque de la courbe de température qui montre Depuis que, 2000, oui, depuis 10 ans. depuis 1880, Oui. depuis la fin du 19e siècle en particulier. Voilà. Donc, Alors, voilà, c'est ça le changement disruptif du climat. On va à l'envers de l'évolution prévue naturellement, commandée naturellement par la course de la Terre autour du Soleil, par l'orbite terrestre. Et donc, on voit bien à travers cette courbe qu'on a affaire à quelque chose qui est complètement inédit, qui est nouveau, qui se passe extrêmement rapidement et qui doit nous inquiéter très fortement. alors le deuxième chapitre, vous le consacrez à l'effondrement de la biodiversité. Alors là, Michel Magny, ça donne le vertige quand même. Oui, les chiffres. 80, Oui. 99% des 4 milliards d'espèces ont disparu. 99%. Non, mais ça, c'est
attention, là, c'est les chiffres qui concernent l'histoire du vivant, hein, depuis le Ah début oui, de... Voilà, oui, oui. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la disparition des espèces, c'est quelque chose de complètement naturel, hein, à partir, si on considère la théorie de l'évolution des espèces formulée par Darwin, on a une évolution continue du vivant, et donc à mesure que de nouvelles espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Et donc, en fait, si on regarde toute l'histoire du vivant, il y a bien sûr beaucoup plus d'espèces qui ont disparu que d'espèces qui sont vivantes. Par contre, donc aujourd'hui, ce que l'on peut observer, c'est un taux de disparition des espèces qui est anormalement élevé et qui c'est est, ce que vous appelez la défaunation. voilà, c'est ce que le, Je ne connaissais le- pas ce mot, hein, Michel Magny. C'est pourquoi il en- faut lire votre livre. On apprend de oui, nouveaux mots. La défaunation. voilà, la défaunation. C'est un mot assez puissant qui montre les choses telles qu'elles se passent. C'est-à-dire qu'on parle de déforestation, mais je pense que le mot défaunation est relativement percutant pour parler de ce qui est à l'œuvre en ce moment. Alors, il y a différents facteurs hein, qui sont à l'origine de cette défaunation. C'est bien sûr la disparition des habitats avec la déforestation, sont les appropriations des territoires terrestres par l'homme pour cultiver, pour élever ses troupeaux. Il y a la pollution, il y a le climat, et enfin, lié au développement du commerce international, ce que l'on appelle l'irruption des espèces invasives, c'est-à-dire que le commerce international est responsable de l'arrivée sur nos territoires ou sur différents territoires d'espèces qui autrefois n'y étaient pas présentes, et ça provoque des rencontres incongrues, on va dire, et des espèces qui n'étaient pas habituées à cohabiter avec ces espèces qui arrivent tout juste peuvent en souffrir directement et disparaître. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec la pyrale du buis, qui est un pathogène Oui. qui nous arrive d'Asie et qui a complètement anéanti les espaces occupés par le buis dans nos régions, ici en Franche-Comté ou en Bourgogne, par exemple. Ah, mais dans toute la France, hein, Voilà, Michel. oui, oui. En Anjou, que j'habite, c'est Oui. pareil. Il y a des parcs entiers qui ont été décimés par la pyrale. Voilà. Donc, on voit bien que du fait des activités humaines, il y a des chocs, des rencontres qui surviennent qui n'étaient pas prévues dans le schéma de l'évolution naturelle. Alors, l'autre document, enfin, l'autre chiffre qui fait peur, 5 grammes de plastique ingérés par personne par semaine. Voilà, oui, Mais c'est comment on effrayant. calcule ça? Alors, je ne peux pas vous dire comment les choses sont calculées, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, du plastique, bon, on le voit, on en voit partout, mais ce que l'on imagine difficilement, c'est comment il s'insinue dans les moindres interstices, et en particulier avec la dégradation des plastiques. On a une fragmentation de ce plastique en microparticules et pour Oui, finir en nanoparticules. Et j'ai des collègues qui travaillent sur des lacs d'altitude, qui vont à la chasse à ces nanoparticules avec des filets, hein, en étant en bateau sur les lacs, et on ramasse ce qui est en train de surnager à la surface de ces lacs, et puis on regarde ça au microscope, et même dans ce qu'ils ont pu montrer, c'est que même dans des lacs qui sont dans des parcs naturels, donc là où normalement on ne devrait pas avoir de pollution par les plastiques, eh bien on trouve énormément de nanoparticules de plastique qui sont directement véhiculées par les vents. Il y a un article qui est sorti il y a quelques mois qui montre que maintenant on a retrouvé des nanoparticules de plastique dans le placenta de femmes enceintes. ah oui. Voilà. C'est dire que maintenant on est envahi complètement par le plastique. Hmm. Et les chiffres sont impressionnants, hein, puisque en 2015, on avait produit suffisamment de plastique pour pouvoir envelopper la Terre, Oui, toute 5 toute la milliards, planète.
5 Voilà, milliards de tonnes de plastique. voilà. Et d'ici 2050, si on continue sur la courbe de production telle qu'elle est lancée, on devrait avoir produit de quoi emballer 8 fois la planète Terre de plastique. Voilà. C'est lié tout ça à l'artificialisation de la Terre. Ça, c'est votre 4e chapitre. On estime qu'en 2000, plus de 50% de la surface terrestre libre de glace portait une empreinte plus ou moins marquée de l'homme sous la forme de villes, banlieues, de terres cultivées, de prairies et pâturages. Plus de Voilà. 50%. Plus de 50%. Donc, il y a une véritable appropriation des surfaces terrestres émergées, libres de glace par les humains. Et donc, on comprend très bien que l'envers de tout cela, c'est qu'il y a de moins en moins de place pour les autres vivants. Et donc, si ce genre de phénomène conduit directement aux origines de la pandémie de la COVID-19, où en fait, on est de plus en plus fréquemment en contact avec de la faune sauvage, et soit par le biais d'animaux domestiques, soit par des contacts directs, eh bien, on voit des pathogènes qui passent directement de cette faune sauvage directement sur les humains ou par le biais, par l'intermédiaire de la faune domestique. Et donc, on voit les conséquences désastreuses que peut produire cette appropriation des territoires terrestres par les humains. Alors, il y a un chapitre qui, évidemment, ne fera pas plaisir à tout le monde, hein. C'est la population, les 10 millions vers moins 6 000, 300 millions dans le monde vers l'an 1000, 700 millions en 1700 et plus de 7 milliards en 2015. Je cite ces chiffres qui sont dans votre livre parce qu'ils sont extrêmement effrayants, on pourrait le dire. Peut-être pas effrayants, mais très convaincants. En fait, la courbe de la population avec la courbe du PIB mondial, ce sont les deux dénominateurs communs des courbes qui montrent la destruction des écosystèmes terrestres. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ne pas évoquer cette question démographique. Alors, je sais que c'est toujours délicat d'aborder ce problème-là parce que on pense immédiatement à Malthus, qui avait alerté à la fin du XVIIIe siècle sur le problème que pouvait constituer une augmentation trop rapide de la population humaine. En fait, il s'est trompé, et donc il s'est trompé parce que l'économie a réussi à développer des capacités qui ont permis de nourrir un surcroît de population, alors que Malthus n'imaginait pas ce genre de progrès économique. Mais on est arrivé aujourd'hui quand même à un point d'inflexion où la question démographique devient centrale. Et en fait, elle nous amène aussi directement sur les questions de développement, puisque cette question démographique, elle est liée bien sûr à la question du niveau de vie et surtout à la question de la scolarisation des filles et des jeunes femmes. Et donc, en fait, cette question démographique interroge directement les pays riches, les pays occidentaux, dans leur capacité à aider ou non ces pays du Sud pour faire face aux charges énormes de formation, d'éducation auxquelles ils vont avoir à faire face. Alors, ensuite, il y a à peu près une trentaine de pages que j'ai trouvées passionnantes sur les plusieurs phases ou époques de la colonisation de la Terre par le genre Homo et Homo sapiens. Expliquez-nous cette période-là, cette colonisation-là, et je vous demanderai de développer aussi une partie qui est amusante, enfin, si on peut le dire comme ça, c'est les colons néolithiques. Voilà. En fait, je crois que si on parle aujourd'hui d'Anthropocène, donc d'une époque de l'homme qui aurait débuté avec le début de la révolution industrielle,
il faut regarder tout cela dans la longue durée et regarder les racines même de ce phénomène. Les racines de ce phénomène se trouvent en Afrique, où a émergé pour la première fois le genre Homo, il y a un peu plus de 2 millions d'années, à partir d'une lignée qui elle-même avait émergé il y a plus de 7 millions d'années en Afrique orientale. Donc, vers 2 millions d'années émerge le genre Homo. Et à partir de ce moment-là, le genre Homo quitte son berceau africain et commence à se disperser d'abord sur les régions tropicales et les zones sud tempérées, surtout, enfin essentiellement dans l'Ancien Monde, hein, en Asie et en Europe. Et puis, à partir de l'émergence d'Homo sapiens, il y a 300 000 ans, là, le phénomène s'accentue très fortement puisque Homo sapiens va quitter son berceau africain aux alentours de moins 100 000. Et puis, en 50 000 ans, en 50 à 70 000 ans, il aura colonisé tous les espaces terrestres disponibles. Donc, non seulement l'ancien monde, mais aussi le nouveau monde. Il va arriver en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et puis, non seulement les latitudes tropicales qui correspondent plus ou moins au berceau africain, mais il va cette fois coloniser toutes les latitudes et on va le retrouver du Groenland à l'Équateur, donc sur tous les continents. Et ça, c'est à peu près moins 100 000 ans. Voilà, disons que l'Australie est colonisée, le début de la colonisation de l'Australie est daté des environs de moins 50 000 ans. En Amérique, le contexte est un peu en débat aujourd'hui. On a retrouvé des traces de colonisation qui pourraient remonter à 25 000 ans, donc qui vieillissent encore le schéma qui habituellement était placé aux alentours de 15 000 ans. Et en Europe? Alors, en Europe, Sapiens arrive aux alentours de moins 50 000. Hein, et donc là, il entre en contact avec Néandertal. Et donc ça, c'est une première colonisation par les humains. Naturellement, la densité démographique est encore très faible, mais on peut considérer que c'est quand même un des premiers succès démographiques, non seulement de notre genre, le genre Homo, mais aussi de notre espèce Homo sapiens, que d'être arrivé à coloniser, à pénétrer sur l'ensemble des territoires disponibles à la surface de la Terre. Alors ensuite, on peut dire que la deuxième grande vague de changements provoqués par l'homme va être attachée au changement de mode de subsistance avec le néolithique. Oui, c'est Donc là, ça. on est aux alentours de moins 10 000 ans pour la première apparition de cette économie de subsistance nouvelle basée sur l'agriculture et l'élevage. Donc, on est dans le croissant fertile en Mésopotamie et en Égypte. Et puis, à partir de là, vous avez un certain nombre de centres de néolithisation, de départ de ce nouveau mode de subsistance qui apparaissent dans différents points des différents continents de façon complètement indépendante. Donc, on a souvent attaché ces changements dans les modes de subsistance à des changements du climat. En fait, il n'en est rien. Je préfère l'hypothèse proposée par Alain Testard, hein, l'anthropologue qui était anthropologue et archéologue, préhistorien, qui, lui, voit dans ces changements de mode de subsistance, en fait, des changements au cœur même des sociétés. Et c'est parce qu'il y a des changements dans les sociétés que l'homme va changer son rapport à l'environnement. Alors, pour ce qui nous concerne, on suit hein, la trace de ces colons qui partent de Mésopotamie, parce que Oui. est-ce que le néolithique entraîne lui-même une nouvelle expansion démographique? Et on suit les animaux aussi. Voilà, et on suit les animaux, on suit les humains. Et donc le néolithique arrive à coloniser l'ensemble du continent européen et finalement il bloque sur les rivages bretons aux alentours de moins 4500. Donc
à partir de moins 4500, on peut considérer que l'essentiel du continent européen a été colonisé par ces néolithiques. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, Michel Magny, que vous datez l'apparition des stratifications sociales. Voilà, et donc Moins 4500 ans. c'est les résultats de recherches développées en particulier par le protohistorien, le néolithicien Jean-Paul Demoule, hein, qui a montré comment, une fois que l'univers devient clos pour ces néolithiques, bien sûr à l'échelle du continent européen, eh bien, les tensions s'accentuent, la pression sociale sur les territoires s'accentue, et on voit très rapidement apparaître des signes d'une stratification sociale. Par exemple, avec l'édification de structures funéraires qui sont gigantesques et qui sont complètement, dont la taille est complètement disproportionnée par rapport au nombre d'individus qui sont enterrés sous ces tertres. On retrouve aussi des inhumations qui sont entourées par d'autres inhumations qui sont beaucoup moins soignées, et les archéologues interprètent ça comme les premiers signes de l'esclavage, avec ces sépultures qu'on appelle sépultures d'accompagnement, où au moment de la mort d'un personnage important, on sacrifie un certain nombre de ses serviteurs qui doivent l'accompagner dans l'au-delà. Donc on voit bien que à partir du néolithique, les structures sociales changent profondément. Les inégalités du fait de l'accumulation des richesses apparaissent. Et puis aussi, un élément capital dans l'histoire des sociétés, on voit émerger les premières structures étatiques. Donc ça nous ramène aux alentours de moins 3000 en Mésopotamie, également aux alentours des mêmes dates en Égypte. Et donc là, c'est une autre aventure qui commence pour l'humanité, celle bien souvent d'un asservissement politique, hein, avec des élites qui les dominent. Et l'anthropologue James Scott, hein, a montré aussi comment cette émergence des structures étatiques pouvait avoir été favorisée dans les régions où on pratiquait la culture des céréales, et donc dans des régions où il était plus facile de collecter des tributs, des impôts de cette façon-là. Et alors après, vous faites un saut, alors là, énorme, puisqu'on se retrouve au XXe siècle, avec la grande transformation des années 30, au grand retournement néolibéral après les 30 glorieuses qu'on connaît évidemment aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a vu se mettre en place, surtout dans la zone occidentale, ce que l'on a appelé des États-providence, où en fait, dans un contexte de guerre froide, les responsables politiques veillaient à réguler l'économie et à essayer de satisfaire les aspirations sociales des populations, ce qu'on a appelé l'État-providence. Mais à partir de 1979, à partir des années 80, quand tombe le rideau de fer qui partageait l'Europe en deux, quand s'estompent les menaces de ralliement de pays occidentaux ou de peuples, de populations occidentales au modèle communiste, à partir de ce moment-là, on peut dire que le modèle néolibéral parvient à imposer ces types de structures, son type d'idéologie. Et à partir de ce moment-là aussi, on voit par exemple, c'est ce qu'a pu montrer Thomas Piketty, on voit les structures sociales se durcir très brusquement, avec une augmentation, par exemple, du coefficient de Gini qui mesure les inégalités sociales, coefficient qui s'était très fortement abaissé, qui montrait qu'on allait vers des égalités sociales plus larges dans la période des 30 glorieuses, dans la période de l'État-providence. Et puis, à partir de 1980, ce coefficient de Gini remonte très brusquement, et il y a des courbes qui sont impressionnantes, par exemple en ce qui concerne la Grande-Bretagne et les États-Unis. Michel Magny, à la fin du livre, expliquez-moi pourquoi il a fallu attendre si tard,
c'est-à-dire à la fin du XXe ou au début du XXIe, donc là, il y a 20 ans, pourquoi des centaines, voire des milliers de chercheurs dans le monde ont enfin voulu lancer des alertes sur les questions climatiques et environnementales. Pourquoi à la fin du XXe seulement? Je crois que c'est toute une évolution qui s'est faite au cœur des laboratoires. C'est-à-dire que je regarde ce que j'ai pu observer moi-même à l'intérieur de mon laboratoire ou dans la communauté scientifique à laquelle j'appartiens. En fait, quand on fait de la recherche, on est un peu le nez dans le guidon, on fait de la recherche fondamentale, on essaie de comprendre les événements qui se passent autour de nous, on essaie d'interpréter les carottes sédimentaires que l'on remonte du fond des océans, du fond des lacs ou du fond des calottes glaciaires. On a énormément à faire, mais je crois qu'il y arrive un moment où, face à la crise écologique et sociale qui se développe de plus en plus fortement, on a vu les scientifiques sortir de leur laboratoire et prendre la parole pour alerter sur ce qu'ils voyaient à l'œuvre à partir des résultats de leurs analyses et alerter les responsables politiques, alerter l'opinion publique sur les dangers qui se présentaient. Et euh, euh, je pense à un article qui a été publié il y a 2 ou 3 ans, justement signé par plus de 15 000 scientifiques originaires de très nombreux pays. En fait, dans l'introduction de cet article, le premier auteur avait proposé, maintenu le texte où il parle d'obligation morale pour les chercheurs d'intervenir, de tenir au courant les populations de ce qui est en train de se passer. Donc c'est une responsabilité qui nous incombe hein, d'avertir les populations de ce qui est en train de se passer. C'est ce que vous dites à un moment, vous vous dites qu'il faut désencastrer et repenser le politique. Voilà. Alors, C'est un gros programme là, hein? c'est un gros Ou un programme. vœu pieux. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux, Michel Magny. Disons que, ce que ce que certains collègues ont montré, mais je crois aussi que on peut déjà trouver des formulations voisines dans ce qu'a pu écrire Hannah Arendt. En fait, on voit à l'œuvre le fonctionnement de structures économiques qui font que non seulement les écosystèmes sont très menacés, mais en fait des systèmes économiques qui mettent à mal complètement la, les sociétés humaines, qui remettent en cause même l'idée de société et où l'idée de l'humain tend à disparaître. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on parle de désencastrer le politique, c'est essayer de redonner au débat politique, redonner aux sociétés, redonner aux humains la parole et ne pas laisser le premier mot toujours aux impératifs économiques. Et en fait, c'est ce que Polanyi avait montré lui-même dans son ouvrage fameux qui s'appelle La Grande Transformation, où c'est lui qui parlait du fait que dans les sociétés autochtones, dans les sociétés indigènes actuelles, en fait, ce que l'on peut observer, c'est le fait que l'économie apparaît encastrée dans le social et dans le politique. Et donc, le premier objectif que l'on peut observer dans ces sociétés, c'est l'art de vivre ensemble, c'est l'humain. L'accumulation matérielle ne les intéresse pas et au contraire de ce que l'on a pu observer tout au long du XXe siècle, on a vu l'économie prendre beaucoup trop d'emprise sur les sociétés et sur le politique. D'ailleurs, on peut revenir même à des économistes fameux comme Keynes, hein, que l'on considère comme le père de l'État-providence. Lui-même écrivait dans une petite lettre
j'invite tous les auditeurs à lire, qui s'appelle Lettres à nos petits-enfants. C'est un tout petit ouvrage qui demande moins d'1 heure de lecture et où il explique comment, en fait, l'économie doit rester sur la banquette arrière et, sous-entendu, il ne faut jamais lui donner le volant. Voilà. Et il rêve d'un moment, dit-il, où d'ici 20 ou 30 ans, la croissance économique sera suffisante et on pourra à ce moment-là s'occuper de nos vraies affaires, qui est s'occuper de la vie et s'occuper des relations humaines. Donc, Et de venons, l'environnement. voilà. Mais disons que lui ne parlait pas de l'environnement, mais Oui, quand il oui, dit s'occuper de la vie, j'interprète ça de toute la vie, hein, donc de tous les bien vivants, pas sûr. seulement les humains, mais aussi bien enfin, de toute la biosphère. Et venant de quelqu'un comme Keynes, un économiste fameux, je crois que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Mais je vais vous lire quelques lignes qui sont à la fin de votre livre, qui évidemment apportent une belle conclusion à cet ouvrage. Le moment paraît venu de changer de paradigme. Pour reprendre les termes d'Albert Einstein, nous ne pouvons espérer résoudre les problèmes avec la même façon de penser que celle qui les a engendrés. La véritable modernité serait alors d'emprunter les chemins d'une authentique rationalité pour penser le monde en profondeur, au-delà des seuls cribles de la puissance technique ou du profit économique. C'est ce que vous venez de développer, Michel Voilà. Magny. Le moment, je pense, est venu à laisser la parole ou à ceux qui ont envie de vous poser des questions et à ceux qui nous écoutent depuis un petit peu moins d'1 heure. Allez-y, posez vos questions à Michel Magny. Donc, ouvrez vos micros et on vous écoute. Bonjour, je suis Bonjour. Jean-Jacques Louvet. Bonjour. Merci là pour tout votre exposé. Je voulais savoir, là, j'ai souvent entendu qu'il y avait des polémiques pour donner un début à l'Anthropocène. Il y avait des histoires avec la radioactivité. Enfin, est-ce Voilà. qu'il y a un consensus à l'heure actuelle pour dire, Oui, voilà, alors, l'Anthropocène bon, commence-t-on? c'est une question que j'aborde dans le premier chapitre du Que sais-je. Et effectivement, il y a un consensus qui est en train de se dessiner. En 2019, la commission de stratigraphie de l'Union générale, de l'Union des géologues internationales a proposé d'abord de retenir le terme d'Anthropocène et elle a suggéré de retenir pour le début de cette époque anthropocène les années 1950, c'est-à-dire l'immédiat après-guerre. C'est effectivement à partir de ce moment-là que tous les indicateurs environnementaux montrent une très forte tendance à la dégradation et ils montrent un très fort impact anthropique. Alors, par contre, Crutzen, qui est le premier à avoir suggéré le terme d'anthropocène, enfin, situait le début de l'anthropocène au début de la révolution industrielle. Je dirais que ces problèmes-là sont des problèmes qui sont d'ordre technique, qui concernent surtout la communauté des géologues, qui est responsable de la partition des temps géologiques, hein, de retracer l'histoire géologique de la Terre. Donc, pour eux, ce n'est pas anodin qu'on crée une nouvelle époque géologique. Mais pour ce qui concerne notre débat de savoir quelle est la mesure de l'impact de l'homme aujourd'hui sur les écosystèmes terrestres, quels sont les dangers que nous encourons avec ces destructions des écosystèmes terrestres. En fait, que l'Anthropocène commence il y a 2 siècles ou qu'il commence il y a 50 ans ou 70 ans, je dirais peu importe. Il ne faut pas que cette question de terminologie, de date, nous empêche de parler des problèmes de fond qui sont justement ces problèmes d'impact anthropique. Voilà. Merci. Merci.
Et juste, alors, bon, quand même un peu technique, mais dans les lacs, comme vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé autour Mhm. des lacs, hein, comment ça se passe par rapport au plastique? C'est-à-dire que quand vous faites des carottes, je sais pas, j'imagine que le plastique, c'est quelque chose qui flotte. Donc, est-ce que c'est des dépôts? Est-ce que vous voyez vraiment, comment est-ce qu'on visualise tout ça? On en Je parle en n'ai mer? pas, je n'ai pas moi-même travaillé sur la présence de plastique dans les lacs. Je faisais allusion tout à l'heure à des collègues qui travaillent sur des lacs d'altitude en Savoie. Et en fait, le procédé est relativement simple, hein. Vous prenez un canot pneumatique et puis vous avez en main un filet à maille très fine que vous laissez courir à la surface du lac. Et ensuite, quand vous rentrez au laboratoire, vous analysez au microscope tout ce qui a été piégé dans le fond du filet. Et c'est comme ça qu'on peut voir la présence de nanoparticules de plastique, y compris dans ces lacs d'altitude, parfois au cœur même de parcs naturels. Alors, le danger de ces nanoparticules de plastique, c'est que leur taille leur permet d'entrer au niveau des cellules. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on sait que le plastique porte des perturbateurs endocriniens, par exemple, on imagine les dégâts que ça peut faire, par exemple, chez une femme enceinte, euh, au moment de la formation du cerveau dans l'utérus. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Et dans le que sais-je, j'ai fait allusion aux travaux de Barbara Domenech et de Philippe Grandjean qui ont travaillé en particulier sur ces problèmes de perturbations liées au plastique, liées aux pollutions des écosystèmes terrestres et qui sont source de malformations ou de troubles psychiques relativement importants. D'autres questions? Oui, On vous écoute. oui, bonjour, mais merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que lorsque vous décrivez la puissance technologique qui a pu changer l'écosystème Terre et poser tout un tas de problèmes, est-ce que vous envisagez aussi que cette puissance technologique puisse être réorientée, y compris amplifiée, pour résoudre les problèmes qu'elle a causés, c'est-à-dire pour trouver des substituts aux produits toxiques, pour remplacer les énergies fossiles, pour empêcher le réchauffement de la planète, enfin, en fait, pour résoudre les problèmes qui ont été posés par la révolution industrielle et ses conséquences, qui ont quand même été largement positives, hein. On vit plus longtemps aujourd'hui que par le passé, on vit mieux. Donc, on ne peut pas, on peut pas ne pas reconnaître ça au moins, mais est-ce que cette puissance technologique qui a été mise au service d'une croissance aveugle, elle ne peut pas être aussi réorientée pour autre chose? Oui, ben, disons que je crois que la première illustration qu'on peut voir de ce que vous évoquez, c'est la fabrication des vaccins aujourd'hui pour faire face à la COVID-19. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qui montre ce que l'on pourrait appeler les miracles de la technologie, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de culture scientifique et de connaissances qui a permis en quelques mois de répondre à ce pathogène qui était auparavant inconnu et avec une efficacité que l'on peut considérer comme remarquable. Donc bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous et d'ailleurs, si vous lisez ce que c'est, vous verrez que je ne fais pas complètement l'impasse sur tout ce qu'a pu nous apporter le progrès technologique, bien sûr, en termes de connaissances pour la médecine, en termes de bien-être. C'est clair qu'on vit aujourd'hui dans un confort qui n'a jamais été atteint auparavant. Ceci dit, la question que vous posez, elle est très délicate. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas faire l'impasse sur la technologie. On peut espérer qu'un certain nombre d'innovations technologiques nous aident à résoudre un certain nombre des problèmes qui ont été eux-mêmes provoqués par un surcroît de puissance technologique.
Mais peut-être que la vraie question que l'on doit se poser, et je me la pose comme je vous la pose, c'est de savoir s'il n'y a pas en fait, plutôt que de rêver du côté de la technologie, il n'y a pas une urgence plutôt à changer nos modes de subsistance, notre façon d'habiter la planète et réorienter nos valeurs, réorienter nos objectifs. Et en fait, ce que l'Anthropocène nous pose comme question, c'est, je crois, plus qu'une question technologique, qui est, je ne la rejette pas, hein, encore une fois, mais plus qu'une question technologique, je pense que l'Anthropocène nous pose la question des fins de l'existence, hein. Elle nous pose les vraies questions. Pourquoi on habite la Terre? Pourquoi on est ensemble? Et de quoi on a envie, quels sont nos désirs. Et en fait, on s'aperçoit que derrière toutes ces questions, c'est une véritable question politique, c'est une véritable question sociale qui nous est posée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on évoquait la question du début de l'Anthropocène, vous voyez bien que, bien sûr, c'est une question qui est intéressante, mais encore une fois, la vraie question, c'est cette question politique, cette question sociale que pose l'Anthropocène. Et on ne peut pas faire du tout l'économie de ces questions-là si on veut sortir de cette impasse dans laquelle nous nous sommes plongés. Peut-être Voilà. encore une question, il nous reste un peu Merci. de temps. Alors, Michel Magny, le mot est un Oui. peu galvaudé, mais est-ce que vous croyez en une résilience de la nature? La résilience, les biologistes qui étudient les écosystèmes montrent que euh, cette résilience a une limite, hein. C'est-à-dire que quand on atteint un certain seuil critique dans les impacts anthropiques, dans les perturbations des écosystèmes, cette résilience lâche et à ce moment-là, le fonctionnement des écosystèmes peut basculer et fonctionner dans un nouveau mode euh, qui, qui est plutôt dangereux non seulement pour les humains, mais aussi pour toutes les autres espèces vivantes. Donc, il y a d'autres écosystèmes qui sont moins caractérisés par l'existence de tels seuils critiques, mais de toute façon, à mesure qu'un écosystème est perturbé, sa résilience faiblit, et soit elle lâche brusquement, soit elle ne fait que diminuer et finalement, à terme, on a un écosystème qui a perdu toutes les caractéristiques qu'il avait auparavant et qui ne lui permet plus de rendre ce que l'on appelle les services écosystémiques, bon, qui est aussi une version très anthropocentrée, hein, des écosystèmes. Mais disons que si on veut regarder simplement notre propre avantage en tant qu'humain, eh bien, on a tout intérêt à garder des écosystèmes en bonne santé, capables de nous rendre ces services écosystémiques, capables aussi, par exemple, de servir de crible entre le monde sauvage et nous, hein, c'est-à-dire que dans un cas comme celui de la pandémie de la COVID-19, si la biodiversité avait été largement préservée, eh bien, on peut penser que le virus aurait trouvé euh, à habiter dans d'autres espèces que nous-mêmes ou nos animaux domestiques. Et à ce moment-là, on aurait pu éviter une pandémie comme celle qui nous a atteints depuis 2020. Voilà. Michel Magny, je crois que Céline Grégoire a une question pour vous. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre exposé qui est tout à fait passionnant. Moi, j'avais une question par rapport aux entreprises et aux citoyens donc, qui font des efforts pour limiter Mhm. l'impact sur l'environnement. Quand pensez-vous qu'on pourra en constater les effets? Ah. Disons que il y a,
je crois qu'on peut voir derrière votre question un autre problème qui est posé par l'Anthropocène, c'est la question de l'action individuelle par rapport aux actions globales. En fait, si on regarde simplement les émissions de gaz à effet de serre, il y a une étude qui a été faite qui montre que si on fait tout notre possible en tant qu'individu pour resserrer au minimum, réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, chacun autant que nous sommes, eh bien, en fait, on ne peut intervenir que sur 20 à 25% de ces émissions. Donc, on voit à partir de ce chiffre-là que l'essentiel est du ressort, l'essentiel, c'est-à-dire 70 à 75%, est du ressort des entreprises et des pouvoirs publics. En fait, hein, ce qu'il y a derrière, c'est, je crois que l'Anthropocène est une crise qui est arrivée à un point tellement grave que ce n'est pas des aménagements à la marge qui nous permettront de sortir de la crise, mais ce qu'il faut réellement engager, ce sont de vrais changements structurels. Et cela, il n'y a que des responsables politiques et économiques qui peuvent les engager. Mais quand je dis ça, je n'ai pas tout dit. Bien sûr que on ne peut pas laisser la responsabilité pleine et entière aux seuls responsables économiques et politiques. Nous avons, nous aussi, en tant que citoyens, en tant que membres de société, à intervenir dans le débat, à nous manifester, et pas seulement au moment du vote, hein, pas seulement au moment des élections, mais en descendant dans la rue, en écrivant, par toutes sortes d'actions qui sont mises en œuvre notamment par les ONG. Là, on a un champ d'action, d'intervention qui est très fort et c'est clair que nos responsables politiques et économiques réagiront d'autant plus qu'ils verront une opinion publique poussée pour des changements. Et je crois qu'il y a des choses intéressantes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un sondage qui a été fait par Ipsos à la demande d'EDF. Ils ont interviewé des citoyens dans énormément de pays et il ressort de cette enquête que plus de 50% des citoyens interrogés sont prêts à engager des changements de fond pour préserver les écosystèmes et prévenir la crise écologique. Donc, je crois qu'il y a des signes encourageants et on voit que ça bouge. On voit que maintenant, la question climatique, la question de la biodiversité sont des questions qui deviennent à l'avant-scène médiatique. Et bon, autant de signes qui sont très encourageants. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher prise sur cette question, quoi. Même si à notre échelle individuelle, on a parfois l'impression de représenter peu, en fait, le tout cumulé, tous ensemble, on peut peser énormément. Donc, je dirais pour conclure qu'il ne faut rien lâcher. Voilà. Alors, un message purement commercial, mais je suis un ancien libraire, je ne peux pas m'en empêcher, à monsieur Arnaud Nuret. Monsieur Nuret, vous pouvez trouver cet ouvrage dans toutes les librairies, au même prix, le prix unique du livre en France s'applique, 9 €, collection que sais-je, numéro 4209. Michel Magny, l'Anthropocène. Peut-être une dernière question, ou alors on rend l'antenne, comme on dit dans les médias. Oui, éventuellement une question. Oui. Allez-y, on Oui. vous écoute. Bon, d'abord, remarquable exposé, et ça c'est sûr que ce livre va être acheté, vendu, lu et circulera beaucoup. Merci. Mais ce que vous dites concerne l'espèce humaine. Il y a d'autres espèces qui ne sont pas tellement concernées. Les fourmis, par exemple, ont très
traversé tous les âges et continuent aujourd'hui sur tous les continents, y compris en ville et à la campagne, à prospérer et à survivre. Donc, est-ce que vraiment c'est la fin de toute vie ou Ah uniquement non, 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 l'espèce non, humaine? non. Non, non, disons que, et même par rapport à l'espèce humaine, je dirais que peut-être que les plus fragiles sont les humains qui appartiennent aux sociétés les plus complexes, comme les nôtres, hein, comme les sociétés occidentales. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé au Groenland avec les Vikings, quand les Vikings sont arrivés au Groenland à la faveur du réchauffement climatique des alentours de l'an 1000, en fait, ils ont été surpris par un refroidissement qui s'est développé à partir de 1350, ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Donc les Vikings ont dû partir parce qu'ils n'étaient pas capables de s'adapter à ce changement climatique. Mais après le départ des Vikings, il y avait toujours des Esquimaux, des Inuits, et eux ont traversé ces changements climatiques, je ne vais pas dire sans difficulté, hein, mais ils ont réussi à survivre, leur civilisation a perduré euh, sans problème comparativement à ce qui avait pu se passer pour les Vikings. Donc, même chose pour l'ensemble du vivant. Bien sûr que l'Anthropocène, ce n'est pas forcément la fin de tout le vivant, ce n'est pas une planète qui est complètement réduite à un désert, mais disons que on voit quand même une progression des destructions des écosystèmes terrestres qui est extrêmement inquiétante. On voit qu'il y a déjà des espèces qui ont disparu. On voit un effondrement des populations de certaines espèces qui est extrêmement inquiétant parce que l'effondrement des populations d'espèces précède leur extinction même. Et puis, donc, autant de choses qui nous inquiètent, bien sûr, par rapport aux vivants, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui a le droit d'habiter la Terre. L'homme est arrivé, on va dire, la lignée humaine a émergé qu'il y a 7 millions d'années. Donc, les vivants ont été, les autres vivants ont existé avant nous et nous accompagnent dans cette aventure sur la planète Terre. On ne voit pas pourquoi l'homme s'arrogerait le droit de s'approprier tous les espaces terrestres. Mais, donc, on voit bien quand même qu'à travers cette crise de l'Anthropocène, au moins notre façon industrielle et industrieuse d'habiter la Terre est directement menacée. Ça, c'est clair. Michel Magny, Oui, merci. Je crois que c'est le je moment vous remercie. de nous quitter. Je remercie tous les participants qui ont suivi cette heure d'entretien. Vous pouvez, ben voilà, on est remercié par tout le monde, donc c'est formidable. Vous Merci êtes remercié beaucoup. par tout le monde, Michel. Voilà. Voilà. Je vous remercie aussi pour votre présence et pour cet échange. Voilà. Eh bien, à très bientôt et bonne lecture à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.